Donc maintenant, on va passer à un autre type d'exercice qui est, j'allais dire, plus secure, si je puis dire, avec deux jolis bonhommes. Stéphane Nardin, qui est le... Stéphane, c'est vous. Alors, c'est Stéphane qui est le président de KI Analytics. Oui, ça s'appelle Key Analytics, oui. Oui, et puis Monsieur Stéphane Ducrot, qui lui... C'est pas Stéphane Ducrot, vous avez fait une erreur, c'est Bruno Ducrot, c'est le manager de la business intelligence chez Geodis. Ah bon, donc il y a une erreur sur la personne. Il y a une erreur sur la personne, Bon, enfin sur le prénom, sur le prénom. C'est le prénom, c'est des problèmes de sécurité, tout ça. Oui. Bien, messieurs, alors à vous. Peut-être avant de démarrer, on peut demander dans la salle qui fait à l'Orient de la data visualisation. Une personne là-bas. Et juste un petit sondage pour moi, pour orienter un peu le discours. Qui connaît la business intelligence, le décisionnel? Oui, c'est bon. Ouais, c'est à peu près connu. Ok. Donc on va parler de data visualisation. Donc après une rapide introduction, je vous présenterai quelques principes de la discipline et quelques exemples. On parlera assez rapidement de mise en œuvre et on terminera la présentation par le témoignage de Geodis et voir comment Geodis utilise aujourd'hui la data visualisation dans le cadre de ses activités et notamment dans le département Business Intelligence. Donc bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Nardin. Ça fait 10 ans que je travaille dans le conseil orienté business intelligence. Alors la business intelligence, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ensemble de méthodes et d'outils qui permettent aux entreprises tout simplement de suivre leur activité, de mesurer leur performance au travers de tableaux de bord et de reporting. Donc 10 ans à travailler sur un marché plutôt porteur, qui est un marché qui existe depuis 20 ans et qui est en perpétuelle croissance. J'ai défini et développé des tableaux de bord et du reporting pour des grands comptes tels que Geodis, Craftfoot, Veolia, SFR, en utilisant des méthodes qui m'ont été inculquées tout le long de mon parcours et en utilisant des outils des outils leaders tels que SAP Business Object, IBM Cognos, SQL Server et tout l'attirail du consultant, à savoir PowerPoint, Excel, Word, enfin des choses assez classiques mais indispensables dans le métier du conseil. Bref, ça allait plutôt bien. J'étais jusqu'à récemment associé dans un cabinet de conseil. On avait des clients qui étaient plutôt satisfaits de notre travail et on avait beaucoup de certitudes quant à nos pratiques de conseil. Pourtant, il y a 4 ans, sur Internet, j'ai fait quelques découvertes que je vais vous faire partager. Et donc, par hasard, je suis tombé sur quelques citations qui ont remis en cause un peu ma vision de mon métier, de mes pratiques et aussi de mon industrie, à savoir la business intelligence. Donc la première d'entre elles, c'est qu'il y a des personnes qui considéraient qu'aujourd'hui, il n'y avait que deux types d'industries qui qualifiaient leurs clients d'utilisateurs, les narcotrafiquants et l'industrie du logiciel. Voilà. La deuxième, plus perturbante pour moi, était que un de mes principaux outils de travail, à savoir PowerPoint, était diabolique. Et qu'ensuite, en fait, la majorité des tableaux de bord qui étaient aujourd'hui, enfin, en 2008 en tout cas, utilisés dans les entreprises, et il y en a énormément, tableaux de bord et reporting, étaient loin d'atteindre leur objectif. Ensuite, que les outils qu'on utilisait, type SAP, IBM, etc., donc des outils vraiment majeurs, étaient au pied d'un mur. Et enfin, que l'ensemble des présentations PowerPoint, et si vous travaillez au milieu de l'entreprise, vous incitez, vous avez dû, excusez-moi, assister à de nombreuses présentations, étaient bonnes à jeter tout simplement à la poubelle. Donc tout ça, ça m'a intéressé. Du coup, je me suis intéressé un peu aux personnes qui ont formulé ces critiques. Et donc le premier d'entre eux, c'est un certain Edward Tufte, qui est un scientifique américain et qui est considéré comme le Léonard de Vinci des données par le New York Times. Le deuxième, qui critiquait énormément l'usage des tableaux de bord et du reporting, est un certain Stephen Few, qui est un expert en data visualisation et qui est l'inventeur du concept de Visual Business Intelligence et qui est une réelle référence dans le domaine. Il est passé pour la première fois en France, il a fait une conférence à Paris il y a un mois et c'était réellement passionnant et très pertinent. Donc c'est une réelle sommité. Et le troisième, c'est un certain John Medina, qui est un biologiste moléculaire et qui s'intéresse à notre cerveau. Et lui, il a écrit un guide pratique en 12 principes qui nous permet de survivre et de prospérer dans notre vie professionnelle.
Donc en fait, 3 experts en définitive. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils nous disent sur la thématique de l'analyse et de la communication de l'information? Ils nous disent tout simplement que notre marge de progression, elle est énorme aujourd'hui et qu'on a les moyens de faire beaucoup mieux. Donc ça m'a intéressé, bien évidemment, et ça a provoqué chez moi une réelle remise en cause sur mes pratiques et aussi sur mon industrie, sur les outils que j'utilisais quotidiennement. Du coup, je me suis plongé dans leurs travaux, je me suis remis en cause, j'ai quitté une situation confortable, puisque j'étais associé dans un cabinet de conseil, et j'ai décidé de lancer ma propre activité pour travailler réellement dans la data visualisation appliquée au domaine de la business intelligence. Donc maintenant, je vais définir très rapidement ce qu'est la data visualisation. On va parler de quelques principes et je vous montrerai quelques exemples. Donc c'est quoi la data visualisation en premier lieu? C'est une discipline qui nous vient du monde universitaire, donc c'est très important. C'est fondé sur des faits scientifiques. Donc il y a 2 objectifs dans la data visualisation. Le premier, c'est en version originale, ce qu'on appelle le data sense making, tout simplement de donner du sens aux données, ou autrement dit, analyser correctement vos informations. Ça, c'est le premier objectif. Maintenant, il ne s'agit pas juste d'être capable d'analyser efficacement l'information, il faut être encore capable de la communiquer efficacement. Et ça, c'est le deuxième objectif de la data visualisation. Donc on a 2 objectifs, analyser et communiquer efficacement vos informations. Donc une définition sur laquelle s'accordent tous les experts, une définition qui est reprise d'un livre, encore une fois, d'un scientifique américain qui s'appelle Colin Ware, est la suivante, à savoir que la data visualisation correspond tout simplement à l'utilisation de représentations graphiques de données dans l'objectif de développer notre cognition. La cognition, c'est notre faculté à appréhender et à comprendre l'information. Donc ce qui fait la plus-value de la data visualisation réellement, c'est cette dernière partie, à savoir amplifier votre faculté à penser. Aujourd'hui, grâce à la science, on connaît nos capacités intrinsèques en termes de captation de l'information et notre capacité d'analyse et de compréhension de cette information. Donc on s'intéresse ici à notre cerveau, en fait. Donc pourquoi? Parce que si je fais un parallèle avec Business Intelligence, en fait, une critique qui est énormément formulée par Stephen Few, l'expert en visuel Business Intelligence, il a quand même une argumentation assez solide, c'est que pendant 20 ans, en fait, l'industrie s'est uniquement intéressée à l'aspect technologique des choses. C'est-à-dire qu'on a dépensé des millions et des millions, que ce soit les éditeurs et les clients, à mettre en place des systèmes pour aller chercher l'information dans vos bases de données, la stocker dans une base de données orientée reporting qu'on appelle Data Warehouse, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, on venait plugger des outils de restitution pour publier des rapports et faire du tableau de bord. Mais à aucun moment, depuis que ça existe, on s'est intéressé à l'humain. Donc l'humain, c'est la personne qui va consulter ce qu'on lui présente et à ses capacités en termes de captation et de compréhension de l'information qu'on lui présente. Donc voilà. Donc la cognition. Pourquoi? Parce que votre cerveau, c'est un formidable outil pour déchiffrer des messages. Par exemple, si je vous demande de lire ce message, qui de prime abord semble illisible, vous allez voir que votre cerveau va réussir à traduire ce message. Est-ce que vous arrivez à lire ce message? Tout le monde y arrive? Non? Bon, this message serves, pardon pour mon anglais, serves to prove how your mind can do amazing things, etc., etc. Donc voilà, donc votre cerveau. Donc je vais vous présenter trois faits scientifiques maintenant qui sont propres à la data visualisation. Le premier, c'est la perception visuelle. En fait, de nos 5 sens, la vision, c'est le sens le plus puissant. C'est le sens qui nous permet d'appréhender le plus efficacement l'information du monde qui nous entoure. Pourquoi? Parce que 70% en fait, de nos capteurs sensoriels sont dédiés à la vision. De plus, lorsque vous voyez, il y a un étroit lien entre les actes de voir, de penser et de comprendre. Lorsque j'explique quelque chose à quelqu'un, et inversement, lorsqu'il veut me signifier qu'il comprend, il ne va pas me dire « je comprends », mais il va plutôt me dire « je vois ». Je vois ce que tu dis, donc il comprend. Donc la vision, c'est le point de départ lorsque vous consultez effectivement une visualisation sous la forme graphique. Donc il y a une autre caractéristique de la vision qu'il faut connaître,
c'est le processus en fait, de perception visuelle, le processus cognitif. En fait, il faut savoir que votre vision, elle a été designée d'une telle sorte, de telle façon qu'elle est capable d'interpréter de manière quasi inconsciente certains attributs visuels qui sont listés ici. Il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, tous ces attributs-là, votre vision est capable de l'interpréter de manière quasiment instantanée. Donc on a des attributs de forme tels que l'orientation, la longueur, la largeur, la couleur bien évidemment, la position et le mouvement. Voilà. À titre d'illustration, on va lancer une petite application. Je vais avoir besoin d'un volontaire qui va démontrer comment l'utilisation de ces attributs visuels fait la différence en termes de capacité, en termes de performance analytique, tout simplement. Donc je vais avoir besoin d'un volontaire. Il a été désigné. Il s'appelle Seb. Seb, tu es où? Merci. Donc, attendez. Donc on va revenir un tout petit peu sur l'application là. On peut la relancer parce que là, ça fait 241 minutes qu'elle a été lancée. Il faut juste la fermer. Excusez-nous. Non, mais si tu vois, on voit bien en fait. Vous pouvez l'aider hein, aussi. Excusez-moi. Voilà. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit de répondre à 3 sets de questions. Voici la première, le plus rapidement possible et sans vous tromper. Allez-y. Combien de 3 pouvez-vous repérer dans cette grille de données? « 14. On continue. Où sont concentrés les 3 sur cette grille? À gauche en haut ou en bas? En bas à gauche. Ok. Est-ce qu'il y a une séquence, un modèle dans l'affichage des 3? Vous pouvez l'aider. Ok, personne n'est d'accord? Allez, au hasard, le dernier. Un 9 et un 6 avant chaque 3. Ok, maintenant on va activer juste un attribut visuel. Et là, tu as mis 1 minute 28 pour répondre à 3 questions. Allez, on y va. Combien y a-t-il de 3? 10. Où sont concentrés les 3? Voilà. Non, c'était l'F, c'est tant pis pour le jeu. Est-ce qu'il y a une séquence? Oui, un 9 et un 6 avant chaque 3. Voilà. Donc voilà le résultat, si on considère que la deuxième réponse est bonne dans le deuxième cas. Donc à chaque mauvaise réponse, on rajoute 1 minute. Donc en fait, dans le premier exercice, tu as mis 2 minutes 28, enfin 1 minute 28 réellement, pour répondre aux 3 questions. Dans le deuxième cas, avec l'utilisation juste d'un attribut visuel, à savoir la couleur, Sébastien a mis 21 secondes pour répondre aux 3 questions, et plus important, en fait, il ne s'est pas trompé. Donc, comment dire, la connaissance juste de ce simple fait peut faire la différence lorsque vous designez une représentation visuelle, puisque ça vous permet de mettre en valeur les informations et ça permet aussi d'éviter que l'utilisateur qui va consulter votre visualisation se trompe. Donc, voilà un exemple des attributs du processus cognitif relatif à la vision. Donc on va re-switcher sur la présentation. C'était le premier fait scientifique, il est relatif à la vision. Le deuxième, il est relatif à notre mémoire. Pardon, excusez-moi, j'ai perdu le... Il est là? Merci. Excusez-moi. Donc le deuxième, il est relatif à la mémoire, je disais. Notre mémoire, en fait, on a 2 types de mémoire, pour faire simple. On a une mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est là où tous vos travaux analytiques, lorsque vous réfléchissez, vous pensez, lorsque vous essayez d'analyser l'information, c'est dans cet espace-là que s'effectuent ces travaux. Et on a un autre type de mémoire qui est une mémoire long terme. C'est comme un disque dur d'un ordinateur dans lequel vous stockez durablement ces informations-là. Maintenant, donc, la mémoire qui est importante, celle qui nous permet de travailler, c'est cette mémoire de travail. Elle a 2 caractéristiques qu'il faut connaître.
c'est qu'elle est limitée en termes de capacité de stockage et qu'elle est temporaire. C'est-à-dire que toutes les 3 heures, en fait, vous effacez toutes les informations que vous avez stockées dans cet espace-là. À titre d'illustration, pardon, excusez-moi, si je vous affiche cette analyse-là, qui est simplement un suivi de consultation de rapports sur les ressources humaines, donc vous allez vous apercevoir, lorsque vous essayez d'analyser l'information, que vos yeux, en fait, vont toujours faire le même mouvement. C'est-à-dire qu'ils vont faire un mouvement d'aller-retour entre les courbes et la légende. Et en fait, ce mouvement-là, il est issu de votre limite en termes de capacité de stockage sur votre mémoire de travail. C'est-à-dire que les études scientifiques, elles ont montré qu'on peut capter en un seul temps que 3 ou 4 morceaux d'information. Ici, on a 6 courbes ou 7 courbes, donc on dépasse la limite. Donc chaque fois, vous êtes obligé de revenir et de re-switcher pour analyser cette visualisation. Si jamais le concepteur ou l'outil vous permet simplement de sélectionner 2-3 courbes et de les afficher, vous serez beaucoup plus performant pour analyser les informations qui sont présentées ici. Maintenant, je vous montre le même exemple, donc les mêmes données, mais présentées différemment. On a toujours des courbes de tendance. Maintenant, le designer a plutôt choisi de présenter les informations sous forme indépendante, c'est-à-dire que chaque série est traitée indépendamment. Et on s'aperçoit qu'on a trié par ordre décroissant les rapports qui étaient le plus consultés, et on s'aperçoit que la lecture de ce graphique et l'analyse de ce graphique est beaucoup plus simple que dans l'exemple précédent. Le troisième principe à connaître, et celui-là il est directement issu du livre de John Medina, celui qui s'intéresse à notre cerveau, c'est qu'on ne porte pas attention en fait aux choses ennuyeuses. En fait, ça c'est une directe application en fait avec les présentations PowerPoint, c'est-à-dire que les études ont montré qu'au bout de 10 minutes seulement, votre attention chutait. Donc l'orateur est toujours obligé de provoquer un événement, quelque chose, pour recapter l'attention des utilisateurs. In extenso, ça veut dire qu'il faut quand même faire attention lorsque vous présentez, lorsqu'on design des représentations visuelles, lorsqu'on veut communiquer, à ne pas négliger l'aspect esthétique des choses. Il faut que ce soit attrayant pour attirer l'œil et que l'utilisateur s'engage dans la visualisation. Donc voilà, 3 principes. Le premier, la vision. Le deuxième, la mémoire. Et le troisième, votre attention. Donc maintenant, quelques dates et quelques contributeurs clés sur le domaine de la data visualisation. Si on ne devait en retenir que 2, ce serait Edward Tufte qui a publié en 1983 ce livre, qui est le livre de référence de la data visualisation. Il s'appelle The Visual Display of Quantitative Information. Et il est encore aujourd'hui cité comme un livre de référence par les différents acteurs du domaine. Et le deuxième, qui est très important pour moi et pour toutes les personnes qui travaillent sur de la donnée et sur des problématiques de restitution dans le but d'analyse, c'est Stephen Few qui en 2004 a écrit un livre de référence aussi qui s'appelle Show Me the Numbers et qui est un livre très pratique pour développer vos compétences en termes de design graphique. Maintenant, il faut noter que ces deux personnes font référence toujours à un troisième expert qui est beaucoup moins connu, mais il faut le noter, il est français, il s'appelle Jacques Bertin. Et en 1974, il a publié une encyclopédie de la graphique qui s'appelle Sémiologie graphique. Et ses travaux sont souvent cités comme référence par Edward Tufte et Stephen Few. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter très rapidement 3 principes qui sont issus du livre de référence de la data visualisation. Le premier, qu'est-ce que nous dit Edward Tufte? Il nous dit avant tout, montrez vos données. Pourquoi? Parce que trop souvent, lorsqu'on développe ou on définit des restitutions visuelles, on surcharge la restitution en ajoutant énormément d'éléments décoratifs non nécessaires. Pour étayer son propos, il a développé un concept qu'il appelle le Data Ink Ratio, qui est un ratio qui mesure la qualité en termes de communication de votre graphique, de votre restitution visuelle. Alors comment on calcule ce ratio? C'est tout simplement le volume de pixels ou d'encre. À l'époque, il y avait un peu plus d'encre. Le volume de pixels qui est dédié à la donnée sur le volume de pixels total qui est utilisé pour construire ce graphique. Donc c'est tout simplement le rapport entre votre signal, le message que vous voulez faire passer, et le bruit. Donc ici, par exemple, on a un exemple ici où on a un ratio signal-bruit qui est très faible, puisqu'on s'aperçoit que les éléments qui sont dédiés à la donnée sont proportionnellement très faibles par rapport au volume de pixels utilisé pour la génération de ce graphique-là.
L'antithèse absolue est la suivante, et celle-ci. Ici, chaque pixel ou chaque point d'encre est dédié vraiment à communiquer de la donnée. Donc dans un cas, si je reviens ici, vous apercevez que si vous voulez vraiment suivre l'évolution des coûts des dépenses, c'est un peu plus compliqué que là. Voilà. Maintenant, pour pondérer un peu le propos, il y a d'autres études scientifiques récentes qui ont démontré que lorsque vous présentez cette restitution-là à des personnes, puis cette restitution-là, les personnes auront tendance à se souvenir au bout de 2-3 semaines beaucoup plus de cet élément-là que de cet élément-là. Donc tout dépend encore de ce que vous voulez communiquer et quel est l'objectif de la création de votre visualisation. Si vous voulez que les gens se souviennent de votre restitution, peut-être il faut faire quelque chose comme ça. Si vous voulez vraiment que les personnes s'intéressent à la data, il faut absolument faire ça. La deuxième leçon, c'est de s'intéresser, de se focaliser sur le message plutôt que sur les techniques de design ou sur les technologies qu'on va utiliser pour créer notre visualisation. Les deux derniers items, les techniques de design et la technologie, c'est très important, évidemment, mais en premier lieu, notre point de départ, c'est quel est le message qu'on veut faire passer. Qu'est-ce qu'on veut offrir à nos utilisateurs? Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message à nos utilisateurs? Donc c'est quelque chose que je connais très bien dans la business intelligence, puisque lorsqu'on essaie de définir des tableaux de bord et du reporting auprès du management, que ce soit du top management ou du middle management, on obtient toujours les mêmes demandes, à savoir je veux quelque chose de sexy, je veux des choses qui bougent, je veux de la 3D, etc., etc. Donc on parle plutôt de techniques de design, de technologie, plutôt que de messages. Le risque, c'est quoi? C'est de dépenser énormément d'argent pour aboutir à des tableaux de bord qui ressemblent à ça, c'est un exemple. Et là, lorsque vous essayez d'analyser l'information, le message qu'on veut faire passer, vous allez voir que vos yeux sont tout de suite attirés partout, sauf par la donnée, puisque vos yeux sont attirés plutôt sur la partie gauche de l'écran, à savoir par ces composants qui sont absolument horribles, qu'on appelle des speedomètres, et qui sont de très mauvais vecteurs de communication de la donnée. Alors maintenant, on a un exemple de tableau de bord, par contre, très très bien réalisé, où ici, chaque pixel est quand même utilisé pour communiquer l'information. Ici, c'est beaucoup mieux structuré, l'information est claire, et on s'aperçoit que le niveau de lisibilité par rapport à celui-ci est beaucoup plus efficace. La troisième leçon, c'est d'éviter de brouiller votre message. Donc, un des enjeux lorsqu'on parle de restitution graphique, face à un besoin d'analyse, est-ce que je veux suivre une tendance, est-ce que je veux voir une évolution, est-ce que je veux voir une décomposition, est-ce que je veux classer mes données, c'est de choisir la bonne représentation graphique. Et le deuxième point, c'est de bien designer cette représentation graphique. Ça, ce sont des éléments, jusqu'à récemment, qui étaient complètement oubliés par le monde en fait, du consulting appliqué à la business intelligence. Donc, par exemple, ici, on a un exemple où on analyse en fait, le nombre de morts en 2010 par cause sur le territoire des États-Unis. Donc, le concepteur de ce graphique a décidé d'utiliser un pie chart. Donc, de plus, il utilise un pie chart et il applique de la 3D. Alors encore une fois, qu'est-ce qui se passe lorsque vous visualisez cette restitution graphique? Vous allez vous apercevoir que vos yeux sont d'abord attirés par l'effet de 3D, qui ne véhicule aucune sorte d'information. De plus, si vous voulez déterminer quelle est la principale cause de mort aux États-Unis en 2010 avec cette restitution, c'est assez compliqué parce que vos yeux, en fait, ne sont pas designés pour, ils ne sont pas designés, excusez-moi, pour mesurer la différence entre des angles. Donc vous êtes incapable de me dire entre la tranche rouge, bleue et bleu clair quelle est la plus importante. Enfin, moi, je n'y arrive pas. Donc maintenant, le même set de données, mais présenté différemment, comme ceci, où ici on utilise un histogramme horizontal. Ici, le designer a choisi cette visualisation et il a designé de telle sorte qu'on a encore une fois classé les causes de mortalité par ordre décroissant. Et vous allez vous apercevoir que lorsque vous essayez de comparer les séries, vos yeux sont beaucoup plus efficaces pour comparer les différences. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si je fais référence aux attributs visuels, vos yeux ont été designés pour détecter de manière quasi inconsciente la longueur des lignes. Donc voilà 3 leçons à retenir. Il y en a énormément dans ce livre. Même s'il a été écrit il y a plus de 30 ans, lorsqu'on le parcourt, on apprend énormément de choses. Voilà. Donc aujourd'hui, qui fait de la data visualisation? En fait, la data visualisation, elle est au centre d'énormément de domaines. Le premier des domaines, c'est le journalisme de données, le data journalisme, qui, avec un acteur comme le New York Times, aujourd'hui produit un peu les plus belles visualisations que vous pouvez
disponibles sur Internet. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de data journalisme et même en termes de data visualisation, puisque les productions du New York Times sont citées comme référence par des personnes comme Tufte et Few. Ensuite, on a bien évidemment la business intelligence. On a le mouvement de l'open data, puisqu'on a énormément de visualisations sur le web qui se basent sur des données publiques. On a le monde de l'infographie qui n'est pas loin. On a bien évidemment la recherche, les organisations internationales type OECD, le Forum économique et mondial qui publient leurs résultats sous forme de data visualisation. On a aussi bien évidemment les entreprises aujourd'hui qui communiquent sous la forme de data visualisation. On a les réseaux sociaux, les blogs, etc., etc. Énormément. Dès le moment où vous avez une problématique d'analyse et de communication de données, normalement, la data visualisation doit vous intéresser et vous devez l'utiliser. Donc voilà, ici quelques exemples. Je ne sais pas si vous le connaissez. Celui-ci, il est assez classique. Ça fait 2 ans qu'il existe. Vous le connaissez? Non, pas beaucoup en fait. Donc ça s'appelle LinkedIn InMaps. C'est LinkedIn. Il y a 2 ans, il vous propose de vous connecter à cet outil et de visualiser l'ensemble de vos contacts sous la forme d'un diagramme en réseau. Vous vous connectez, vous rentrez votre login pass et il vous génère ce diagramme en réseau qui vous permet de naviguer dans l'ensemble de vos contacts et d'identifier très rapidement les personnes les plus influentes et comment se décompose votre réseau professionnel. Le deuxième exemple ici, c'est un exemple de communication business. C'est l'entreprise General Electric qui est aujourd'hui la première entreprise à avoir dédié un blog entièrement à la data visualisation. Et elle s'en sert de plateforme de communication pour mettre à disposition différents types d'analyses. Et ici, par exemple, on s'intéresse à l'évolution de la consommation énergétique en Allemagne sur ces 50 dernières années. Un troisième exemple, c'est, je le dis tout à l'heure, le Forum économique et mondial, chaque année, se réunit 1 ou 2 fois par an. Et à chaque fois, pour présenter la synthèse de leurs résultats, de leur convention, font appel à des designers, à des designers freelance, pour mettre en forme ces résultats. Et au lieu d'avoir tout simplement un rapport, vous avez ce type de visualisation qui sont disponibles et qui vous permettent d'analyser ce qui s'est dit, ce qui a été décidé, etc. Voilà. Maintenant, un exemple de data journalisme donc, qui a été du New York Times. Cette application elle a été primée en 2011 comme la meilleure application de data journalisme. Ici, le New York Times, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cartographié l'ensemble de la population des États-Unis en fonction de leur origine ethnique. Et donc, il vous permet de naviguer sur l'ensemble du territoire américain, de visualiser comment se répartit la population et aussi vous offre des fonctionnalités de drill au niveau d'un quartier. Donc, vous pouvez descendre au niveau d'un quartier et de voir comment se répartit la population. Chaque point que vous visualisez là, sur la carte représente 200 personnes. Donc si on considère que la population des États-Unis, c'est à peu près 300 millions de personnes, donc l'application distille plus de 1,5 million de données, tout en restant lisible. Donc vous naviguez facilement dans 1,5 million de données. Donc c'est une référence. Ils ont sorti aussi des data visualisations, ils ont couvert aussi les JO, et les data visualisations qu'ils ont sorties sont vraiment impressionnantes. Je vous engage à aller les consulter. Donc ça, c'est un exemple d'infographie. C'est une autre façon de présenter une méthodologie projet. Donc sur l'infographie, sur Internet, les experts du domaine considèrent que l'infographie, c'est un peu la peste de l'Internet aujourd'hui, puisqu'il y en a énormément. Vous vous connectez n'importe où, vous voyez des infographies de partout. Moi, je ne suis pas un expert du domaine de l'infographie. Je sais ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mais franchement, il y a beaucoup plus de mauvais design, de mauvaises choses que de bonnes choses. Donc il faut faire attention à ce domaine. Mais ça, c'est un exemple d'infographie réussie. Ici, on a un exemple de données publiques, d'exploitation de données publiques. C'est une application qui existe depuis 3-4 ans, qui s'appelle San Francisco Crime Spotting. En fait, la ville de San Francisco ouvre ses données relatives à la criminalité et vous propose de consulter et distille les informations relatives à la criminalité sur le territoire de San Francisco sous la forme d'une data visualisation. C'est un bon exemple. Ça fait 3 ans que ça existe et c'est toujours aussi pertinent et efficace. Donc maintenant, très rapidement, la mise en œuvre. Donc, lorsqu'on parle de data visualisation, on va parler très rapidement de données. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, c'est du big data. On va parler un tout petit peu de méthode et je vous présenterai quelques outils et quelques livres à consulter si jamais vous voulez développer vos compétences sur le domaine. Donc le premier, en fait, effectivement, aujourd'hui on parle de big data, il y a de plus en plus d'informations disponibles. Il y a une étude d'IBM en 2012 qui est sortie début 2012.
qui considère qu'aujourd'hui, 90% des informations qui sont produites l'ont été ces 2 dernières années. Donc c'est bien beau d'avoir accès à énormément d'informations, encore faut-il être capable de les analyser et de les communiquer efficacement. Quel est le domaine qui va vous permettre de faire ça? C'est la data visualisation. Maintenant, je suis désolé pour les slides parce que c'est un PDF. Normalement, on avait des choses qui étaient un peu plus animées, mais peu importe. Lorsqu'on parle de data visualisation et lorsqu'on essaye de mesurer une visualisation qui fonctionne, en fait, il y a 3 items à retenir. Le premier, c'est ce qu'on appelle le visual design. Ça vous permet d'organiser et de mettre en évidence vos données. C'est une étape qui est largement ignorée sur les projets de business intelligence. Et aujourd'hui, par la mise en place de cette étape, on s'aperçoit que ce que l'on définit, ce que l'on déploie, c'est beaucoup plus pertinent. Après, c'est l'utilisation du texte. Le texte, lorsque vous consultez une data visualisation, vous allez apercevoir que l'intégration du texte sert à aider dans la compréhension de la visualisation. Et le dernier item, c'est l'interactivité. C'est un élément très important. Ça permet d'engager le viewer à la manipulation de votre visualisation et in extenso à manipuler les données. Donc ces 3 items, visual design, texte et interactivité, permettent de définir des choses pertinentes et utiles. Voilà, quelques outils. Donc aujourd'hui, quelle est l'industrie qui vous permet qui est la plus mature sur le domaine de la restitution graphique? C'est bien évidemment la business intelligence. Donc c'est un marché qui représente 11 milliards de dollars. Donc il y a énormément d'acteurs. Maintenant, si je dois citer 3 outils qui sont leaders aujourd'hui sur le domaine de la data visualisation appliquée aux décisionnels, ce sont les outils Tableau Spotfire, ClickView et TIBCO. Non, pardon, Tableau Software, excusez-moi, ClickView et TIBCO Spotfire. Alors Tableau Software, c'est intéressant, c'est un acteur qui est sorti il y a 2-3 ans, c'était une start-up qui venait de Seattle. Et cet outil il est intéressant parce que vous pouvez le télécharger gratuitement et l'utiliser gratuitement. Le seul problème, c'est ce que vous créez en local sur votre poste. Si vous voulez sauvegarder votre visualisation, vous devez l'uploader sur leur site. Mais en tout cas, c'est très intéressant pour découvrir l'outil et les capacités analytiques de cet outil. Maintenant, toutes les entreprises n'ont pas énormément d'argent pour se doter d'un outil de BI parce que c'est un peu cher. Donc il y a bien évidemment sur le web pléthore d'outils qui vous permettent de générer des visualisations gratuitement. Ces outils-là, il y en a pour tous les goûts, du débutant à l'expert. Donc moi, parmi mes recherches, je trouve que la bibliothèque aujourd'hui graphique la plus efficace en termes qui référence les outils les plus pertinents, c'est une bibliothèque qui est sortie sur le site datavisualisation.ch des Suisses. Donc. Ensuite, si on parle de bibliographie, si on veut retenir 3-4 livres en fonction des domaines les plus impliqués sur la data visualisation, on a bien évidemment le livre de référence de data visualisation qui a été publié en 1983. Sur le domaine de la BI, celui qui donne le plus d'informations utilisables dans le cadre de vos activités, c'est les livres de Stephen Hugh, Show Me the Numbers, Now You See It. Ensuite, sur le domaine de l'infographie, on a en bas à droite, au milieu à droite, Visual Language for Designers. Celui-ci est très intéressant si jamais vous travaillez si jamais vous envisagez de déployer des infographies ou d'utiliser l'infographie dans le cadre de votre communication. Et ensuite, sur le PowerPoint, qui est le domaine de ce qu'on appelle la data présentation, on a un livre de référence que vous devez connaître qui s'appelle Présentation Zen, qui a été écrit déjà un certain nombre d'années, mais qui est toujours aussi pertinent. Donc, avant de donner la parole, maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Bruno Ducrot, qui est à Stéphane Ducrot, excuse-moi, voilà, qui est le responsable du département BI chez Geodis. Je vous remercie de votre attention, même si ça s'est un peu clairsemé. Merci. On posera des. Ça va? Vous tenez le choc? Ça va? Bon. Bonjour à tous. Donc je vais conclure cette journée. Je vais essayer d'être assez rapide. Moi, je suis Bruno Ducrot. Je suis en charge au sein du groupe Geodis du département de BI. Alors, je vais vous raconter un petit peu notre expérience sur la data visualisation. Alors, on va commencer par un bref rappel de Geodis pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, Geodis est un groupe de transport logistique. On est une filiale de la SNCF avec à peu près 30 000 collaborateurs. Une activité qui est axée autour de 5 métiers. La messagerie, qui est du transport de colis dans un réseau.
la logistique, qui est en fait de la gestion de marchandises dans des entrepôts et de la préparation de commandes, de la route, qui est du transport de l'eau complet, plus une activité d'affrètement. Tout ce qui est freight forwarding, c'est de l'organisation de transport en fait. Et le dernier métier en date, qui est le plus récent, qui est l'optimisation de supply chain, où là, l'activité est de piloter la chaîne logistique de nos clients. Alors, la BI chez Geodis, c'est une activité qui est complètement transverse au groupe et qui va permettre de fournir des applications décisionnelles à toutes les directions opérationnelles, mais aussi aux directions transverses du groupe. Donc, on fait des choses assez classiques, de l'intégration de données, du stockage finalement dans des data warehouses, pour produire derrière tout ce qui est tableau de bord, reporting. Alors, au début, on a des utilisateurs, alors je ne sais pas si vous avez les mêmes que moi, mais moi, ils ne savent jamais très bien ce qu'ils veulent. Et après beaucoup de réflexion, ils me disent, je ne sais pas, mettez-moi tout et puis je ferai le tri plus tard. Et on se retrouve à produire du reporting qui était sous forme complètement tableau, détaillé, avec des choses complètement illisibles, que les utilisateurs derrière voulaient exporter dans Excel pour s'amuser à retraiter la donnée eux-mêmes. En les écoutant, on sentait bien que finalement on passait à côté de quelque chose était, il manquait vraiment quelque chose, mais la question était quoi? Et puis il y a un an et demi, une rencontre a un peu tout changé. Cette rencontre avec la data visualisation, alors Stéphane est venu me voir en me parlant de Stephen Few, de Tufte. Alors je me suis dit, c'est quoi encore ces gens-là? Encore un nouveau concept fumeux qui va durer 6 mois et dont on n'entendra plus parler. Et puis en l'écoutant, je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose derrière à creuser, il faut peut-être essayer. Alors on a fait, on a lancé un premier pilote en fait sur la communication interne. On avait une présentation de l'activité BI qui se présentait un peu sous des formes de slides comme ça, donc avec de l'organigramme, avec des choses comme ça. Je pense que ça rappelle des choses à beaucoup de monde. Et on a un peu transformé toute cette mise en forme pour donner des choses un peu différentes et qui ont aujourd'hui beaucoup plus attiré les utilisateurs. Sur un slide synthétique, on va retrouver les principales informations intéressantes sur le service. Et on va pouvoir mettre en évidence de manière beaucoup plus claire les informations principales. Alors on en met moins. Il y a ce côté ludique et esthétique qui va attirer l'œil de l'utilisateur. Et on est plus sur le type de représentation assez ennuyeuse où finalement vous êtes un peu brouillé parce que vous essayez de lire en même temps que l'orateur va lui-même lire ce qui est écrit sur le slide. Vous n'avez pas la même vitesse et finalement ça vous perturbe horriblement. Fort de ce premier essai qui a reçu un accueil plutôt chaleureux en fait de la part de nos interlocuteurs, on a voulu la mettre en pratique cette fois-ci vraiment sur notre cœur de métier, sur toute la production de nos dashboards et notre reporting. Alors on a pris un cas d'étude où on avait un reporting en fait qui était à destination des commerciaux d'un produit de messagerie Europe, où ils avaient donc un bilan qualité. Alors si on peut voir la deuxième page, voilà, alors vous voyez, il y a énormément de pages sur ce type de rapport. Et alors revenez à la deuxième, et en fait l'information principale, parce que ça liste pour un client donné l'activité d'expédition qui a été réalisée, ce qui va intéresser le client, en général, je ne sais pas pour vous, mais c'est le respect de l'engagement qui a été fait, c'est-à-dire est-ce que vous êtes livré dans les délais ou pas. Alors l'information importante, elle se trouve sur la dernière ligne, dans la 1, 2, 3, 4, 5e colonne. Vous voyez, c'est les 90% que vous voyez. Ça ne saute pas aux yeux immédiatement. C'est un peu noyé dans l'information. Donc on a repris finalement ce même rapport et on l'a redesigné d'une manière complètement différente en utilisant un peu les pratiques de data visualisation. Et ça va donner... Hop, si on peut passer sur l'autre. Voilà, ça va donner celui-là. Donc c'est exactement les mêmes...
on part de la même base. Derrière, on l'a remis en forme de manière différente. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes chiffres, mais peu importe. Et vous voyez, dès la première page, on peut juste revenir sur la première page, vous avez synthétisé les informations importantes. Derrière, les autres pages vous permettront d'analyser plus finement le type d'information qui vous intéresse. On n'a plus besoin d'aller chercher 5e page, 3e colonne, en bas à droite, l'information qui m'intéresse. Donc ça, c'était un peu notre pilote. Quand on l'a présenté à nos utilisateurs, la première réaction, c'est différent, c'est dur à lire, je ne retrouve plus mes tableaux avec des lignes partout. Et passé ce premier moment de rejet du changement, parce que personne n'aime le changement, ils ont commencé à l'examiner un peu plus en se disant que c'est vrai que c'est beaucoup plus pertinent et que ça nous permet de voir beaucoup plus de choses, beaucoup plus efficaces et, par rapport à l'ancien. Donc on a décidé maintenant de mettre ça en place sur tous nos projets de BI. Alors pas seulement en termes de restitution, mais on l'utilise déjà dès le moment de la conception, en fait, dès le début du projet, où on va le mettre en place, tous ces principes de data visualisation sur la gestion du projet, donc pour communiquer efficacement aussi vers les différents acteurs, et travailler beaucoup plus en amont avec les utilisateurs sur la partie maquettage de leurs états de restitution, en faisant un peu des jeux ou des ateliers avec eux pour savoir, mettez-vous dans la peau de l'utilisateur final, imaginez comment il va utiliser cette information et comment il en a besoin. Donc, est-ce qu'elle est plus crédible sur un tableau, sur un histogramme, sur un camembert? On se positionne vraiment cette fois-ci, on n'est plus sur je ne sais pas, on va faire un camembert parce que c'est joli, c'est comment j'utilise, à quoi me sert cette information. Et quand vous naviguez à l'intérieur d'un rapport, vous avez une démarche logique en fait qui doit être celle de l'utilisateur. Donc on est parti très en amont. Et alors aujourd'hui, voilà, on va produire un peu ce genre de maquette qui donne du tableau de bord, qui est beaucoup plus concis finalement et qui permet d'accéder directement à l'information. Il a rebasculé. Et c'est ma conclusion de toute manière. C'est pas grave. Aujourd'hui, l'expérience qu'on en a, ça fait à peu près 1 an qu'on s'est lancé dans cette expérience de data visualisation. On a deux retours finalement. En termes de communication interne, c'est quelque chose, le fait de présenter maintenant de manière beaucoup plus synthétique, mais aussi plus esthétique, ça reçoit une très forte adhésion de nos utilisateurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on fait un peu des émules au sein du groupe, puisque alors, on est devenu un peu des producteurs d'états de présentation pour certains, et on se rend compte que de plus en plus, les gens adoptent les mêmes techniques. Et le deuxième impact positif pour nos clients, en fait, où ils obtiennent maintenant du reporting qui est beaucoup plus efficace, qui n'ont plus besoin de retravailler derrière, ce qui leur dégage quand même beaucoup plus de temps pour permettre l'analyse réelle de la donnée et plus passer 80% de leur temps à jouer dans Excel, faire du copier-coller du tableau croisé pour remettre en place leur information. Voilà. Ok, écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci. Alors Sébastien, tu as tout compris? Bon, des questions? C'est la fin de la journée. Moi, j'en ai une pour vous. C'est un gros marché, la data visualisation en France? Pour répondre honnêtement, je pense pas. En fait, le marché le plus important, en fait, c'est le marché de la business intelligence, puisque ce sont de gros projets et c'est là-dedans qu'il y a le plus de potentiel. Voilà. Aujourd'hui, le second marché qui existe, on voit quelques startups qui émergent sur la France. Il y en a 2 ou 3. Il y a DataVise, ça s'appelle. Il y a We2Data. Et ils travaillent un peu sur la thématique du data journalisme. Donc, ils produisent des visualisations pour
pour Le Monde, Libération. Il y a une application qui est sortie pour Arte. Donc, on a quelques médias, mais honnêtement, je ne sais pas s'ils gagnent bien leur vie avec ça. Voilà. Il y aura des systèmes automatiques de data visualisation? Oui, aujourd'hui, si vous prenez l'outil Tableau Software que j'ai noté, c'est un outil qui intègre dans son interactivité et dans son utilisation les concepts de data visualisation. Tout simplement parce que lorsqu'on regarde le board, en fait, les personnes qui sont derrière l'outil, on s'aperçoit qu'il y a des gens, des chercheurs en data visualisation qui font partie de la société. Donc ce n'est pas juste du marketing, c'est la réalité. Et il y a des sociétés françaises qui sont spécialisées là-dedans. J'ai vu qu'il y avait une BIM. BIM, c'est à Montpellier, ça, non? Oui, BIM, c'est à Montpellier. On a BIM qui est un outil de cloud business intelligence qui s'intéresse aussi à la data visualisation, mais qui est un peu moins mature que les outils tels que Tableau. Et en France, il n'y a que BIM ou il y en a d'autres? Non, il y en a d'autres. Justement, il y a Beetle qui est situé à Aix-en-Provence et qui est aussi une société qui propose de la business intelligence dans le cloud. Alors les sociétés quand les Français sont multibancarisés, ils ont plusieurs banques et il y a des sociétés qui agrègent toutes les données qu'ils vont chercher dans leur banque. Il y a Mint aux États-Unis, il y a Linkso, je crois, en France, mais ils présentent un peu ce genre de choses pour les clients, non, en data visualisation. Oui, probablement. Dès le moment où on parle de restitution graphique, vous faites de la data visualisation. Après, c'est plus ou moins entre guillemets réussi. Enfin, je connais pas les exemples dont vous faites référence, mais bon, oui. Alors vous, monsieur, qui est Bruno, hein, pas Stéphane, vous devenez au sein de votre société, vous êtes le service qui crée de la data visualisation pour tout le monde. Alors aujourd'hui, on a été un peu les précurseurs dans le domaine de la data visualisation. On a produit un peu pour d'autres services. Aujourd'hui, l'idée, c'est quand même que chacun s'approprie ces concepts et les mette en œuvre directement. Enfin, on n'a pas vocation à se transformer en usine de data visualisation du tout. Et ça, c'est publié sous forme papier ou sur des tablettes automatiquement? Alors aujourd'hui, on est encore dans un domaine très papier. Ils aiment bien le papier. Nos utilisateurs sont. C'est pas vos polytechniciens. Non. Nos utilisateurs aiment beaucoup le papier. Ils évoluent de plus en plus vers la mobilité, donc la tablette. C'est un peu le prochain challenge en fait qu'on a relevé, c'est de pouvoir porter tout ça. Et aujourd'hui, ce qui n'était pas possible avant de mettre sur tablette, parce que vous voyez leur tableau sur des tablettes, ça n'a aucun sens. Être capable de produire des dashboards clairs et efficaces va permettre le portage sur tablette sans problème. C'est-à-dire que la data visualisation entraîne la mise à disposition des collaborateurs de tablettes, iPad. Elle permet ça, oui. Ah ouais. Et vous allez mettre des tablettes à tout le monde? Non, parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, on a une population. Alors, on est quand même un groupe assez industriel. On a une population de 30 000 collaborateurs. Aujourd'hui, utilisateurs de la BI, on a seulement 1800 personnes ou 1600 personnes. Ouais. Bien. Question? Il y en a une là-bas, ouais. Oui, probablement, il y aura du boulot là-dedans. Le métier qui ressort le plus, mais aux États-Unis, moi je ne suis pas expert du domaine, hein, je viens du domaine du conseil, donc pas du web. C'est ce qu'ils appellent les data scientists, ceux qui vont vraiment analyser la donnée. Donc oui, il y aura un boulot là-dedans. Oui. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Voilà. Mais ce n'est pas évident. Parce qu'il y a énormément de choses sur l'analyse et énormément de choses aussi sur la présentation. Maintenant, si vous travaillez dans le domaine du web, vous n'allez sûrement pas utiliser des outils de business intelligence. Donc, côté technologie, il va falloir que vous connaissiez soit les outils mis à disposition gratuitement, mais qui nécessitent des compétences de développeurs. On utilise des langages pour arriver à des visualisations avancées. Moi, je prends l'exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie avec ça. C'est un Allemand qui s'appelle Maurice Stefaner, qui est un freelance designer et qui travaille uniquement sur le web et qui fait des projets pour la FIFA, pour l'OECD, etc. Donc des organisations qui ont un peu d'argent.
Voilà. Donc c'est encore un domaine un peu nouveau. Sur la France, comme j'ai dit, il y a quelques acteurs, mais j'imagine qu'il y a des places à prendre. Aujourd'hui, je suis le seul. Voilà, je suis le seul. Maintenant, j'espère bien l'année prochaine peut-être intégrer une autre personne. Voilà. Bon, vous, monsieur, vous êtes dans ce business? Ah bon, mais vous y intéressez? Ah, ah, ah. Donc ça vous donne des idées. Bon, vous avez bien fait de venir. Ok, merci. Ben écoutez, je crois qu'on peut clore un peu cette. S'il n'y a plus de questions, on peut clore un peu cette journée. J'espère qu'il y a une question, mais moi je vois rien là. Ah, oui, monsieur. On vous entend pas. Il n'y a pas un micro? Oui. J'ai jamais dit le contraire. Moi, maintenant, sur les choses avancées, tout dépend du public. J'ai demandé, lorsque je suis arrivé, le niveau de connaissance de l'audience. Donc, on m'a dit que c'était plus ou moins nouveau. Donc, la présentation a été faite dans cet esprit-là. Euh, Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Oui. Oui, tout à fait. Mm. Ouais. Ouais, pour terminer, pardon, excusez-moi. Pour terminer sur notre positif, c'est vrai que si on prend les différentes régions françaises, la Bretagne, lorsqu'on s'intéresse à la data visualisation, est une région un peu en avance, entre guillemets, avec la ville de Rennes, etc. etc. Et vous travaillez où, madame? Voilà. Ah, d'accord. Voilà, image et réseau, très important. Bon, bah, vive la Bretagne alors. Et encore des questions? Non? Si, il y en a une là-bas tout en haut. Ah bah, revenez l'année prochaine. Merci. Moi, vous avez bien fait de venir. Ouais, oui, merci, merci madame. Et dites-moi, madame, qu'est-ce que vous n'avez pas compris ce matin? En Facebook, vous savez ce que c'est? Bon, bah, bon. En tout cas, qui a apprécié la journée aujourd'hui? Tout le monde? Bon, eh ben, écoutez, je crois qu'on peut remercier les organisateurs, en tout cas, les applaudir, ainsi que nos deux derniers orateurs. Bravo à Christelle et à toute son équipe. Et puis, ben, on vous à l'année prochaine. Alors, bon courage et bonne soirée.